Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Nous avons lu pour vous, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal Bossan. Nous avons choisi cette fois de vous présenter 3 livres. Le Code Rose de Kate Quinn, paru en 2022 aux éditions Bragelonne. Gaston, l'impossible retour de Yves Gauthier, paru en 2023 aux éditions Paulson. Et Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius de Gaël Bellem, paru en 2023 chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du Code Rose de Kate Quinn, paru aux éditions Bragelonne en 2022. Kate Quinn est une romancière américaine. Elle a écrit une douzaine de romans historiques, dont Le réseau Alice, paru en 2017, qui a connu un succès retentissant. Le Code Rose, présenté aujourd'hui, a reçu le Grand Prix du roman historique en 2023. Saviez-vous que si vous êtes un joueur d'échecs chevronné ou bien un cruciverbiste talentueux, vous pourriez probablement exceller dans le décryptage de messages codés ? Le livre que vous nous présentez parle de jeu ? Non, pas de jeu, mais de messages codés. Le Code Rose se passe dans la Seconde Guerre mondiale, à environ 80 km au nord de Londres, à Bletchley Park, truffé de brillants mathématiciens, sortis pour la plupart d'Oxford et Cambridge. Notre livre se passe à 2 périodes distinctes. L'une commence en 1939, au début de la guerre. 3 jeunes filles fort différentes, Osla, d'origine canadienne, jeune débutante comme on le dit en Angleterre pour désigner les jeunes filles de la haute société, Mab, modeste londonienne de la banlieue, et enfin Beth, petite provinciale sous la férule despotique de sa mère. Toutes 3 travaillent à l'effort de guerre à Bletchley, essayant de craquer les codes allemands, puis de les traduire en anglais compréhensible. En parallèle, en 1947, on retrouve la même Beth, enfermée officiellement pour dépression, dans un asile de fous depuis 3 ans et demi. Celle-ci pense être là, car elle est certaine d'avoir découvert, alors qu'elle était à Bletchley, la présence d'un traître qui vendait des informations hors de l'Angleterre, sans cependant réussir à en trouver l'identité. Depuis ce temps, elle vit un affaire avec camisole de force dès qu'elle se rebelle. Ses 2 anciennes amies vont-elles venir l'aider ? C'est un livre passionnant que l'on a du mal à lâcher. À la fois thriller, car on se demande quelle sera l'issue de l'histoire de Beth, mais aussi et surtout pour l'intérêt de connaître ce qui s'est passé dans cet antre de professeur Nimbus, ce monde fermé où l'on ne doit rien raconter à personne, ni à son conjoint, ni à sa famille, ni à sa logeuse, ni à sa ou son petit ami, a fortiori s'il s'agit du prince Philippe de Grèce, ni même à ses amis qui partent pour une ville où un raid allemand a été annoncé. Ce silence n'est-il pas difficile à tenir ? Si, mais le sort de l'Angleterre et de tous les alliés est à ce prix. Ce qui fera dire par Churchill au roi George VI après la guerre, ce fut grâce à Ultra que nous avons gagné la guerre. Ultra, qui était le nom désigné pour parler des messages ultra-secrets décodés, issus de la machine Enigma réputée invincible. Mais ce secret défense a des conséquences néfastes, comme la pression exercée sur ces cerveaux qui craquent. On parlerait aujourd'hui de burn-out. Mais aussi plus particulièrement sur ces hommes jeunes qui ne portent pas l'uniforme, se font injurier et même cracher dessus, sans pouvoir expliquer que s'ils ne sont pas dans l'armée, ils ne sont pas des lâches, échappant à leurs devoirs patriotiques. Ainsi, le Code Rose prône particulièrement la valeur de la droiture, de l'engagement, de la parole donnée. D'autres points d'intérêt à souligner ? Outre la vie en Angleterre pendant ces terribles années de guerre et de pilonnage des villes par l'aviation allemande, on apprend l'incroyable réalité de ces mariages de guerre qui se préparent en quelques jours et où les nouveaux conjoints ne vivent que quelques heures, une vie à 2, avant que la guerre ne les sépare à nouveau, pour de longues semaines, voire définitivement en cas de mort. On découvre aussi l'horreur de la vie dans ces centres d'aliénés, vie d'autant plus terrible quand il s'agit de punitions injustes. Certaines solutions radicales sont particulièrement éprouvantes et définitives. Enfin, à l'issue du livre, l'auteur ajoute en note en quoi les personnages qu'elle a mis en vie sont plus ou moins inspirés de personnes qui ont réellement existé, ce qui donne un crédit supplémentaire à cette histoire.
D'ailleurs, Bletchley Park a été ouvert au public en 2014 et inauguré par Kate Middleton, la princesse de Galles, dont la grand-mère a travaillé là. Je vous laisse découvrir ce livre palpitant et passe maintenant la parole à Jérôme. Merci Chantal. Pour ma part, je vous présente Gaston, l'impossible retour d'Yves Gauthier, paru aux éditions Paulson en mars 2023. Yves Gauthier a écrit une dizaine de récits inspirés par la Russie, dont L'exploration de la Sibérie, coécrit en 1996 et primé par l'Académie française, prix François Millepierre. L'auteur, qui a vécu en Union soviétique, devenue ensuite Russie, pendant plus de 20 ans, a connu personnellement Gaston Thievet. Celui-ci avait 60 ans et vivait depuis 35 ans en URSS quand Yves Gauthier l'a découvert en 1980. Le destin de Gaston est marqué par la guerre. Ses parents, issus de la Meuse et de l'Aveyron, échoués à Paris à la sortie de la Première Guerre mondiale, ont donné naissance en 1920 à ce fils unique. Et en 1943, c'est pour ce jeune homme le STO, service du travail obligatoire, à Eschentrout, près de Cassel, jusqu'en avril 1945, avec la libération par les Américains, mais aussi son mariage avec Luba, dans le camp en Allemagne. Gaston gardera une haine de la guerre, et en cela sera un parfait propagandiste pour la paix. L'homme a une formation d'ouvrier, qui le sauvera plus tard du goulag, une fois en URSS. De sa jeunesse au Batignolles, dans le 17e de Paris, il apprendra la serrurerie, occupera différents emplois jusqu'à être ouvrier tourneur en 1942. Il avait été marqué par le Front populaire à l'âge de 16 ans. L'amour de Gaston et Luba est fait pour durer. Après le camp en Allemagne, ils arrivent en France, mais soviétique, la jeune femme veut revenir chez elle à Chotka. Le sort de sa famille après l'occupation allemande la tenaille. Le même sentiment qui fait revenir Sergueï dans La Révolte de Nicolas Komonov, dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Les jeunes gens partent donc en train jusqu'en URSS. Ils resteront unis jusqu'à ce que la mort les sépare en 2000. Gaston n'est-il jamais revenu en France ? Gaston pensait qu'il allait y revenir après que la famille de Luba a été retrouvée saine et sauve. Ainsi, il se souvient, le but de nos voyages était de faire connaissance des parents de ma femme. Et lorsqu'il va à la gare pour prendre un billet retour, on lui répond « Les trains, jeune homme, ne roulent que dans un sens, vers l'est ». Le récit traduit ce contexte très dur et hostile de l'URSS de Staline. L'administration toute puissante où personne ne prend d'initiative. Gaston a tenté d'aller à l'ambassade de France à Moscou, qui est entourée d'un cordon de surveillance. Si vous recommencez, la deuxième fois, on ne peut pas vous dire ce que vous fera. On te donne un bon conseil. N'essaye pas de te sauver de ce pays-là. Son courrier, après censure, n'est jamais expédié. Comment Gaston s'en tire-t-il malgré tout ? Charlevitch Klimov, nouveau nom figurant sur son passeport soviétique, aura dorénavant 2 passions. Sa famille, avec 2 enfants, son travail dans une fabrique de films, où il se fera une grande réputation de compétence, de sérieux et de sobriété, et sera mis à l'honneur en recevant même la médaille du mérite du travail en 1979. C'est un courageux qui réussit à passer l'équivalent du bac en cours du soir et malgré sa grande difficulté avec la langue russe. Il a décidé de ne pas s'en faire. Il appartient à une espèce rare des gens heureux. « Je ne me plains de rien, dit-il souvent. Il aime chanter des airs français de sa jeunesse et rend service après le travail. Il est d'une immense tendresse. J'ai été, et je reste optimiste, ajoute-t-il. Il ne se connaissait pas d'ennemis. Il possédait la force des gentils. » Gaston est un naufragé de l'histoire, français qui vécut 60 ans isolé. Un destin banal, mais à la personnalité peu commune, qui ne s'épanche pas sur ses émotions par une sorte de retenue. Yves Gauthier remarque qu'au fond, il adhérait à une idée très russe. Admirables sont les gens, détestable est la schlag qui les fait marcher si mal. Ce récit d'une histoire vraie est ponctué de références littéraires, picturales, historiques, musicales, dans le but de mieux décrire Gaston et son environnement. Ce sont les misères et les espoirs de l'après-guerre
dans le secret de l'intimité d'une ville de province soviétique qui font l'intérêt de ce livre, par ailleurs bien écrit et facile à lire. Destin peu banal en effet. Je vous parle maintenant du fruit le plus rare ou la vue d'Edmond Albius, un livre de Gaël Bellem paru en 2023 chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Gaël Bellem est né dans l'île de la Réunion et plus tard a fait ses études à la Sorbonne. Aujourd'hui retourné dans son île, elle y enseigne et y écrit. Ce livre, second de cet auteur, est la biographie romancée d'Edmond Albius. De quoi s'agit-il donc ? Edmond est un jeune garçon né dans l'île de Bourbon, traduisé aujourd'hui en île de la Réunion, vers 1830, d'un père esclave qui disparaît dans la nature à la naissance de son fils et d'une mère elle aussi esclave qui meurt en couche. Je cite « De ses parents, il ne connaît ni l'origine ni l'identité précise. Les esclaves laissent rarement des souvenirs de leur vécu. À dire vrai, il ne sait même pas qu'il a appelé Edmond, pas plus qu'il ne connaît la date exacte où il est venu au monde. Son acte de naissance est comme la tombe de sa mère, introuvable. À 45 jours, il est offert par la maîtresse des lieux à son frère Ferréol, et le miracle, nous raconte Gaël Bellem, c'est que cet homme se sent prêt à le traiter comme son propre fils. Or, Ferréol est un botaniste passionné qui promène partout en brouette son « tigaté », comme il l'appelle, et lui raconte les plantes. La culture de la vanille est introduite à Bourbon en 1833. Cette liane a été rapportée au XVIe siècle par les Espagnols de chez les Aztèques. Malheureusement, si Cortés en a pris quelques boutures, il en ignore le secret de la fécondation. La plante finit par arriver au XIXe à Bourbon et Ferréol s'y passionne. La première partie du livre, assez lente, à l'image de la patience qui a été requise, est la recherche ininterrompue pendant une dizaine d'années du mystère de la pollinisation de cette liane par le botaniste dans un premier temps, puis aidé d'Edmond. Or, c'est ce dernier qui trouve la solution en 1841, suscitant des réactions variées aussi bien chez les Blancs que chez les esclaves, d'autant que le jeune garçon n'a que 12 ans, qu'il est cafre, c'est-à-dire esclave noir, et analphabète. Quelles conséquences sur cet enfant et sur Bourbon cette découverte entraîne-t-elle ? Pour Bourbon, cette découverte est essentielle car elle apporte la richesse à l'île. Je cite, « En 1848, l'île, devenue la Réunion, exporte quelques dizaines de kilos de vanille qui deviennent 3 tonnes en 1858, 200 tonnes en 1898. Pour nous de la région nantaise, je laisse parler Gaël Bellem. Du jour au lendemain, dans les principaux ports atlantiques dont Nantes, Bordeaux et Le Havre, la vanille remonte les fleuves dans les gabarres couvertes de tonneaux. Dans l'autre hémisphère, Edmond ignore qu'une rivalité de plusieurs siècles entre les pâtissiers de Nantes et de Bordeaux se poursuit à couteau tiré. Edmond ne sait rien du gâteau nantais à la vanille, ce petit 4/4 moelleux, rond et large comme la paume d'une main, qui se vend par centaines chaque jour entre la rue Boileau et le passage Pommeret. Pour Edmond, ce n'est pas si simple, car il reste d'abord jardinier chez son maître. Puis, comme nous le découvrons dans la deuxième partie du livre, affranchi à 19 ans, quelques jours à peine avant l'abolition de l'esclavage le 20 décembre 1848, il commence par se choisir un patronyme, Albius, qui signifie « plus blanc », puis démarre sa vie dite libre, vie pleine de traquenards et de désillusions, allant de Caribe dans Scylla, car il reste un cafre noir. Or, je cite, « Il sait que la moindre réussite d'un esclave est une transgression propice aux querelles et aux usurpations. » Que retenir de cet ouvrage ? C'est un livre original sur un thème gourmand, appuyé sur une solide documentation de lettres de botanistes connus et reconnus contemporains de notre héros, tels que Volsi-Focard ou Ferréol Bélier-Beaumont. Les sentiments de tendresse entre maître et esclave sont très réels, à la fois justes et ambigus. Le langage coloré, chatoyant, souvent poétique et parfois enchanteur, aussi bien dans les descriptions que dans l'utilisation des termes créoles propres à Bourbon, sans cependant rendre la lecture difficile ou ennuyeuse. Cela nous permet de voyager en esprit, d'être enivré par les parfums et les couleurs. À lire. En conclusion, nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 3 ouvrages dont je vous rappelle les titres. Le Code Rose de Kate Quinn, paru en 2022 aux éditions Bragelonne. Gaston, l'impossible retour de Yves Gauthier, paru en 2023 aux éditions Paulson. Et Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius de Gaël Bellem, paru en 2023 aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».